Salut tout le monde. Alors, on est connecté à la fois sur Clubhouse et sur Zoom avec Philippe Boulanger de la FCP. L'idée de notre room du vendredi, c'est un open mic. Donc, ceux qui veulent venir parler, il y a déjà Christine qui nous a rejoint. Vous levez la main et puis vous montez. Il n'y a pas d'ordre du jour fixe, trop établi. Évidemment, on a quelques idées de sujets sur lesquels on aimerait partager avec vous, mais c'est plutôt quelque chose d'ouvert. On est un peu entre nous, professionnels de l'événement, conférenciers, maîtres de cérémonie. Ce vendredi, c'est le truc qu'on aimerait bien faire à une terrasse de café, boire une bière ensemble, papoter un peu, mais on va continuer à faire ça à distance pour l'instant. Et donc les sujets sont complètement ouverts. Donc est-ce que d'autres personnes sur Clubhouse, on est ensemble a priori 1 heure, mais on pourra fermer avant ou après en fonction de la quantité d'informations à échanger, à participer. Alors on a quoi, pour l'instant on a 5 personnes sur Zoom, on en a je crois une quinzaine peut-être sur Clubhouse. Edgar nous rejoint, Gilles nous rejoint. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous pouvez avoir la vidéo de notre discussion sur Zoom, ce qui est le côté sympathique, et en même temps être sur Clubhouse. La seule restriction de ça, c'est que quand vous rentrez sur Zoom, vous devez évidemment garder votre micro coupé, et vous devez aussi couper votre haut-parleur, de manière à ce que ça ne fasse pas écho avec Clubhouse. Donc en gros, pour ceux qui sont sur Clubhouse, vous pouvez continuer de parler sur Clubhouse et avoir la vidéo sur Zoom, ce qui rend la chose sympathique et beaucoup plus agréable. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas ce lien Zoom, il faut aller le chercher dans les posts qu'on fait sur LinkedIn et qu'Eric a fait sur LinkedIn. Tu dis que c'est plus agréable avec la vidéo parce que tu nous trouves beau, c'est ça en fait le sujet. Écoute, comment dire, tu m'embarrasses, Eric. Il n'y a que des mecs sur Zoom en plus. Sans vouloir vous décevoir, messieurs, à part Christine, que j'aurais grand plaisir à voir sur écran, vous, franchement, les vignettes, ça va très bien. Oui, c'est ça, ça suffit. Merci, Nico. Bon, alors premier point sur lequel on peut parler un peu, pour évacuer ça en fait, hein, c'est le côté un peu chef des ventes du vendredi soir. Alors les chiffres, les gars, c'en est où là? Ça redémarre le marché, ça frémit, vous avez eu quelques appels. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars, on va dire? Allez, au mois de mars, est-ce que vous sentez que ça redémarre avant que Castex reprenne la parole hier soir, ou comment Eric, vous voyez notre marché? Eric, j'ai justement une annonce à faire. J'ai une demande aujourd'hui pour modérer en fait, animer, non pas faire une conférence, mais animer des interviews. C'est à Genève, c'est en anglais, c'est pour le mois d'avril. Si quelqu'un veut prendre, moi, je sais pas animer, c'est pas mon job. Donc, si ça intéresse quelqu'un, vous me contactez en MP sur LinkedIn ou vous passez par Eric. Je vous transmettrai le contact. Merci. Si tu peux me passer un tout petit brief, Edgar, sur la date, le lieu, le thème et tout ça, après on fera circuler au niveau de nos maîtres de cérémonie, c'est super. Génial. Excellent. Et toi, t'as du boulot, là t'es dans un train, c'est pour le week-end tranquille ou tu vas bosser? Non, j'ai donné une conférence tout à l'heure pour une marque de maison française qui réunissait ses hauts potentiels pour lancer une formation sur 1 an. Génial. Alors ça veut dire quoi? T'étais en présentiel ou t'étais sur un plateau télé avec les gens à distance? Non, en présentiel, et c'était la première en présentiel depuis cet automne, depuis un bon moment. Donc ça fait du bien. Et franchement, c'est agréable parce que on retrouve les gens, les gens ont le masque. On était une dizaine, donc ça allait. Et voilà, mais le fait de monter à Paris, d'être sur la moto taxi là pour rentrer, de voir que la Tour Eiffel est toujours là, et de se casser vite avant de se faire choper dans la souricière, parce que il y a énormément de Parisiens qui sont en train de s'enfuir avant de se faire confiner. C'est assez drôle, donc c'est sympa. Alors,
Je vois qu'il y en a pas mal qui hochent de la tête sur Zoom. Là, il y a des Parisiens, là, Christian, Jean-Luc, ils sont, ils sont déjà dans la route souricière. La Ah, 13 ça va. est bloquée et les quais étaient bien pris aussi. Et Voilà, j'ai donc, vu quelque chose sur le tarif des billets de train et des billets d'avion, c'est insensé. Le lean management a encore fait des dégâts. c'est Christian Poncet qui parlait sur Zoom. En fait, je vais essayer de vous annoncer, les gars, sur Zoom quand quelqu'un prend la parole sur Clubhouse. Merci Marie-Claude de m'avoir fait remarquer que vous ne saviez pas qui parlait, et réciproquement. Donc Oui. oui, bah oui, lean management, évidemment, ça c'est bon, ça n'empêche pas les compagnies aériennes d'être en grande souffrance, ça c'est évident, mais bon, enfin, on en reparlera après. Donc quelqu'un d'autre a eu un peu de frémissement commercialement là au mois de mars? Moi, je peux témoigner d'une première grande satisfaction de me retrouver face à une salle. Donc, je me réjouis depuis 15 jours vraiment de pouvoir utiliser mes bras, le corps, l'espace. Et puis, je dois avouer que j'ai été assez saisi par les gens écartés, pas les jambes écartées, hein, les gens écartés les uns des autres, et par le port des masques qui, bah, bien sûr, tu as les regards, bien sûr, tu as les rires ou les sourires, mais tu n'as pas, t'as pas tout. Donc, et puis ce qui nous arrive avec ce nouveau demi-confinement, on est encore surpris, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. Bref, c'est génial toute cette période et en même temps insupportable parce qu'on ne sait pas trop où on va, quoi. Donc ça vient, il y a des prémices, mais c'est pas encore complètement ça. Sinon, quelques prestations en digital, bien sûr, mais pas assez. Oui, D'accord, alors, ouais, vas-y, Philippe. oui, donc côté frémissement, moi j'ai eu 2 ou 3 demandes cette semaine, qui sont des demandes dans le cadre effectivement d'appels d'offres, hein, donc c'est pas gagné, mais en tout cas ça faisait longtemps que j'avais pas eu de demande, donc ça veut dire que ça frémit. Oui. Alors moi j'ai eu plusieurs patrons d'agences événementielles qui font le même constat que nous. C'est dire bon bah rien de signé là sur les 15 premiers jours, mais pas mal de demandes. Et puis des demandes plutôt prometteuses. Je viens donc il me faudrait 4 intervenants. Où je vais faire 3 rendez-vous avec un avec mon comité de direction, un avec mon manager, avec toutes mes équipes, et du coup il me faut un maître de cérémonie qui revienne 3 fois, qui est tel profil. Donc ça veut dire on ressent quand même, si on voit que la partie optimiste du truc, on ressent une reprise un peu sérieuse, quoi. Pas juste, bah tiens, il y a le patron qui a dit qu'il voulait un truc avant Pâques, on fait un truc. Non, non, c'est des choses construites avec un objectif de communication et de management, quoi. Christian, tu veux dire quelque chose? Donc c'est Christian Poncet qui va prendre la parole depuis Zoom. Ouais. I'm in pour les interviews en anglais pour Edgar, le cas échéant. Ça m'intéresse. Moi, j'ai plus que des frémissements. J'ai des projets sérieux. Un notamment avec Thales, avec qui je travaille depuis pas mal d'années, sur un événement qui a été reporté 2 fois et qui, cette année, on a eu le go. Donc, on va avoir une réunion de préparation, une première là dans les semaines qui viennent, la semaine prochaine ou celle d'après. C'est pour le mois de juin et ce sera en présentiel ou hybride, on ne sait pas encore, ce sera en fonction des événements, mais ils ont vraiment décidé d'y aller parce que comme ils n'ont pas pu le faire l'année dernière. Et puis un autre qui est un événement international qui aura lieu à la rentrée au Parc Chano à Marseille et qui lui aussi est confirmé. Et puis je vais faire partie d'un jury, mais ça c'est quelque chose que je fais bénévolement, d'un truc assez sympa qui s'appelle What's Up Camille et qui est une start-up qui met en lien des gens et pour faire avancer des projets d'entreprise ou de start-up pour les plus de 50 ans. Voilà. Ok, Bien. business Alors, prometteur. du coup, on prépare des projets, on te les soumet si tu es si t'es dans le jury. Ouais. Ok. Jean-Luc sur Zoom Jean-Luc Udry veut prendre la parole. Jean-Luc, c'est à toi.
Jean-Luc, on ne t'entend pas. Jean-Luc, C'est mieux comme ça. Ah oui, ça marche beaucoup mieux. Oui. Ça marche beaucoup mieux. Oui, merci Philippe. Juste pour dire deux choses, je constate un phénomène. Pour ce qui me concerne, il y a une reprise, il y a un carnet de commandes, mais il y a deux types de clients. Il y a les gens qui essayent de négocier au maximum les prix en disant, vous savez, la période, gna gna gna, vous connaissez la suite. Et puis, à l'inverse, il y a les gens, les clients qui sont en demande et ça peut vous intéresser au sens où eux ne discutent pas le prix dès lors qu'il y a évidemment un contenu qui va les aider. Et du coup, puisque nous sommes entre professionnels, je me permets de suggérer une chose, c'est de tenir bon et de ne pas brader nos tarifs. Parce que si nous sommes convaincus que nous apportons de la valeur ajoutée à nos clients, on est là pour les aider, quelle que soit notre spécialité, je crois que la pire des choses, ce serait de baisser nos tarifs parce qu'après, on ne pourra plus jamais les remonter. Voilà juste ce que je voulais dire. Très bien, merci Jean-Luc. Du coup, sur ce point-là, est-ce que vous avez défini un peu une règle sur combien vous facturiez en présentiel et combien vous facturez en distanciel? Quel est votre point de vue là aujourd'hui, un an après, quoi, hein, parce qu'on s'était parlé, je sais, avec certains d'entre vous, avec Michael, etc. Au début de l'enfer, au mois d'avril l'année dernière, on s'est dit bon alors qu'est-ce qu'on propose? On est arrivé à un chiffre, mais j'aimerais bien vous entendre sur le sujet. Tu veux des chiffres, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une règle? Bah, je vous dis ce que nous on avait, ce qu'on avait décidé avec Michael et avec une dizaine de conférenciers avec lesquels j'avais échangé sur le sujet. On avait dit on prend le budget de la conférence en présentiel et on fait 1 000 euros de réduction et on Voilà. propose ça et on bouge pas. Mais c'est notre plancher. Voilà. Donc après c'est pour le coup c'était à moi de tenir la négo. Mais bon c'est un peu on est dit le contenu c'est le même. Bon, peut-être que l'émotion, ce sera pas tout à fait la même au départ. Enfin bon, ça, on en reparlera plus tard. Mais nous, on économise en temps de transport, en frais, en temps d'immobilisation. Donc, et puis on peut en faire 2 par jour. Donc on va être sympa, on va vous faire un prix d'accroche, mais par contre, on ne descendra pas en dessous de ça. Et on a tenu, hein, c'est-à-dire que clairement, enfin, moi, C'est clair. je suis passé chez mon expert comptable la semaine dernière. J'ai perdu 20% de chiffre d'affaires cette année par rapport à l'année d'avant. Ce qui est beaucoup moins que ce que j'avais en tête. C'est-à-dire que moi, j'avais une vision assez pessimiste des chiffres que je voulais même pas regarder, quoi. Je bosse pas beaucoup, hein, je bosse 3 heures, 4 heures par jour. Mais bon, je me disais, c'est tout à fait catastrophique, quoi. Le truc est. Et ben non, en fait, on a quand même, enfin, on n'est pas en danger, quoi. Perdre 20% de notre chiffre d'affaires, on n'est pas en danger. Ça, c'est bien. Donc bon, je sais bien que c'est pas le cas de tout le monde, hein. J'ai des conférenciers qui m'ont appelé et qui m'ont dit bon, j'ai vendu ma maison, je suis passé à autre chose, etc., hein. Il y a quand même des sujets assez dramatiques. Mais bon, voilà. Donc je voulais, bah voilà. Alors, cet aspect 1 000 euros, est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour vous? Est-ce que c'est une ligne de conduite à tenir, comme disait Jean-Luc, pour les prochains mois? Qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Luc, vas-y. Je crois que c'est exactement la bonne règle. On montre à la fois un geste en direction de nos clients, mais on ne brade pas le contenu parce que, mon Dieu, c'est le même. Et l'émotion, il faut la faire passer quand même au travers de l'écran. Et plus on s'entraîne et plus ça vient. Et je crois que le client, après, oublie le prix. Comme on disait dans les tontons flingueurs, le prix s'oublie, la qualité reste. Voilà. Donc, la règle des 1000, la règle des 1000 me paraît être quelque chose de bien. En tout cas, c'est celle que j'applique, moi. Ok. Quelqu'un d'autre sur le sujet? Non, juste un petit commentaire. Il a eu raison, Émile. La règle des 1000 est une bonne règle. Oh, nous avons un humoriste. Il y avait les méthodes agiles. Absolument, la méthode agile. La règle des 1000, la règle des 1000, la méthode agile. Rebondissons puisque nous ne sommes pas, dépassés par le nombre d'interventions là. Moi, j'ai la prétention, c'est pas arrivé 50 fois ces derniers mois, hein, mais les quelques interventions en digital, avec peut-être plus d'énergie, plus d'allant de ma part, peut-être plus de préparation aussi, comme j'étais content de les faire et qu'il y en avait moins, je crois avoir fait passer plus d'émotions. Les messages sont les mêmes parce que j'en ai pas inventé de nouveau entre-temps, mais j'ai certainement redynamisé un petit peu ma forme et
les retours de la part des auditeurs sont plus puissants, et donc l'aspect financier, après, tu as raison, c'est pas avant, Jean-Luc, c'est après, le retour est encore, à mon sens, plus impactant, je crois. Mhm. Je vous laisse de marbre. Quelqu'un d'autre pour nous faire son retour d'expérience sur le maintien du tarif et puis sur l'émotion procurée en intervention digitale. Alors j'aimerais bien avoir l'avis de personnes Christian, qui tu as levé la main, sont... tu voulais prendre la parole, Christian, tu la prends, hein, si tu- Ouais. Alors, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, à ceci près qu'il faut toujours savoir si on achète une prestation ou si on achète un tarif. Pour autant, il ne faut pas être arc-bouté complètement sur nos positions. Et donc, évidemment, il ne faut pas être d'une rigidité absolue, mais il faut savoir aussi se faire respecter. Le dernier événement auquel j'ai participé était la reproduction digitale d'un événement qui habituellement a lieu en présentiel. On l'a fait en studio. Moi, j'ai eu un travail quasiment équivalent parce que j'ai fait des interviews en amont, que j'ai faites sur Zoom d'ailleurs, mais le jour J, on était en direct avec Boris Cyrulnik, et finalement, moi, j'ai facturé le même tarif et c'est passé sans aucun problème. Ouais, je pense que c'est quand ça commence à négocier qu'il faut lâcher du lest et puis se dire j'ai un plancher sous lequel je ne vais pas. Mais en effet, après, c'est pas la peine d'annoncer cette remise si c'est pas le sujet, quoi. Hein. Parce que le risque, c'est de dévaloriser tout ce qui se fait en digital. C'est-à-dire que si on se dit ah bah oui, finalement on est en digital, on vous fait un cadeau, on fait X en moins. Mais à l'avenir, tout ce qui se fera en digital se fera avec X en moins. Ça peut être un risque, je ne sais pas. Ah bien sûr, oui, mais c'est ce que Ah ouais, disait mais Jean-Luc tout à l'heure. C'est oui. très difficile de reconstituer un tarif une fois qu'on l'a dégradé. Ouais. Il y a Marie-Claude qui fait une remarque là sur Zoom. Tu veux prendre la parole, Marie-Claude? Non, pas dans l'immédiat, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de gratuité en ce moment au niveau des conférences. Alors, c'est pas faux, sauf que c'est des conférences grand public, c'est pas des conférences d'entreprise. En fait, c'est pas celles qu'on arrive à vendre d'habitude. Des conférences gratuites, depuis que Zoom est à la portée de tout le monde, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui font des webinaires gratuits, etc. Et plein de contenus sur YouTube de plus en plus, sur TEDx, etc. Mais c'est pas, pour le coup, celle-ci, moi, j'ai pas de conférenciers avec qui j'ai discuté qui m'ont dit je fais pour des clients entreprises ou associations d'entreprises ou etc. Je fais ma conférence gratuitement. Aucun m'a dit ça. Et autre chose, des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir en grand public, comme Laurent Combalbert qui a donné une conférence hier ou mardi, il y a des grands conférenciers qui sont en train d'arriver dans le domaine du grand public. Jamais Laurent Combalbert n'a donné de conférence grand public. Et en gratuité, en tout cas. Voilà. Ouais, c'est parce qu'il a autre chose à vendre, en fait. Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a un modèle économique qui est différent. Oui, tout à fait. Bien vu, Eric. Oui. Non, mais moi, je répète ce que m'a dit Edgar. Edgar, il m'a dit, moi, il y a évidemment des choses que je fais gratuitement, mais derrière, en ce moment, mon modèle économique est passé un peu sur le numérique avec une masterclass. Et donc, moi, je comprends très bien qu'on se dise, Edgar Gros-Piron, ça fait 20 ans qu'il est conférencier en entreprise et les gens le bookent. Mais lui, il va plus loin et il dit, tiens, si je veux attirer les gens dans un nouveau modèle qui est numérique, il faut que je me fasse connaître peut-être par le plus grand nombre, quoi. Après, c'est les stratégies marketing online, quoi. Laurent Combalbert, il a un bouquin à vendre. Oui, il écrit. Oui. Non, il écrit beaucoup. Puis il a une masterclass aussi sur la négociation que j'avais suivie il y a 3-4 ans. Il doit l'avoir numérisée, j'imagine. Et il a peut-être fait il a peut-être fait une version grand public qui est pour les relations interpersonnelles. Ça ferait complètement du sens. Donc, dans ce cas-là, effectivement, vendre son livre et ses formations grand public, c'est tout à fait quelque chose d'imaginable. Tu prends... j'ai fait une masterclass qui effectivement, pour les gens qui ont besoin d'apparaître correctement en vidéo dans les vidéoconférences. Je m'adresse évidemment pas au grand public avec ça. Par contre, j'ai autre chose qui est en préparation pour le grand public qui n'a rien à voir avec ça. Donc,
faut segmenter ses produits en fonction de ses publics, bien évidemment. Donc, si Laurent fait ça, c'est sûr qu'il a un modèle économique derrière lui pour appuyer ses conférences grand public gratuites. C'est évident. J'ai reçu le replay, j'écouterai, je te ferai du feedback, Philippe ou Eric, voilà. Avec plaisir, oui. Ouais, super, super. Je vous envoie le replay si ça vous intéresse. Exactement. D'ailleurs, tu peux le mettre dans le Zoom, là, si tu as le lien, hein, comme ça, ceux qui voudront regarder ça. Moi, c'est un des premiers conférenciers que j'ai rencontré, Laurent, il y a une vingtaine d'années, et moi, j'avais trouvé sa prestation spectaculaire. Hein. C'était vraiment quelque chose depuis, je l'ai vendu 15 fois, quoi. Hein. J'adore la dynamique qu'il amène. Donc, puis après, bon, c'est un personnage, quoi. J'ai discuté, je change pas de sujet, hein, j'ai discuté avec Michel Lévy-Provençal cette semaine. Donc, c'est celui qui a lancé TEDx Paris, hein, il y a quelques années, mais il est à la tête du BOMA, il fait beaucoup de choses dans le domaine de l'événementiel. Il compte beaucoup à Paris dans l'événementiel. Je lui ai demandé comment il voyait l'évolution du marché. Alors pour lui, clairement, les événements comme avant, ça n'existera plus. Il est convaincu qu'on ne fera plus prendre l'avion à un Américain qui se fera payer 100 000 $ pour faire une conférence dans une banque à Paris et qui voyage avec toute sa famille et tout ça. Bon, voilà. Donc là, il est convaincu que ça n'existera plus pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques, pour des raisons c'était le monde d'avant. En revanche, il est persuadé que ces gens-là, qui sont très inspirants, interviendront beaucoup à distance avec les outils qu'on connaît. Et puis quand j'appuie un peu, je dis bon, bah ok, donc ça c'est un point de vue, mais bon, c'est pas sûr que tu as raison. Mais comment tu vois l'évolution de notre profession de créateur d'événements, de conférencier, de maître de cérémonie, tout ça? Sa grande conviction, et bon, il fait partie des gens que j'écoute quand il parle, c'est qu'on va être de plus en plus dans l'apprenance. Et donc, en gros, on touchait le cœur beaucoup avant avec des événements, on faisait bouger les gens, etc. Il dit maintenant, il va falloir amener du contenu, il va falloir que les gens, à la fin de l'événement, aient appris quelque chose et qui pourront mettre en œuvre, qui pourront mettre en application, etc. Donc, c'est selon lui, ça n'engage que lui, hein, évidemment, c'est selon lui quelque chose qui va dans le sens de l'histoire et qui viendrait peut-être corroborer un peu toutes les démarches de masterclass, de conférenciers qui font aussi de la formation maintenant, qui d'ailleurs génèrent des revenus récurrents sur leur domaine d'expertise. Et donc, en gros, c'est non seulement je passe un bon moment, je rencontre quelqu'un d'exceptionnel, mais j'ai appris des choses que je vais pouvoir mettre en application. Je ressors grandi, et pas simplement avec une émotion de dynamisme et de motivation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, moi, je vais donner mon avis. En fait, ce qu'on voit maintenant arriver en France, c'est un modèle économique qui arrive, qui est déjà présent depuis pas mal de temps aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, on t'explique que si tu fais que des conférences, t'as rien compris. Les conférences sont là comme étant un produit, même si tu les vends, hein, et même si tu les vends très cher, ça reste un produit d'appel pour vendre d'autres services derrière. Donc, un conférencier américain qui est dans le domaine de l'innovation aussi, qui est basé en Floride, me disait que pour lui, un client qui lui prenait une conférence, sa valeur était d'à peu près 100 000 $, ce qui comprenait entre 10 et 20 000 $ pour une conférence, et le reste des services complémentaires qu'il vendait aux clients. Donc en fait, et quand on parle de services complémentaires, on va parler formation, on va parler coaching, on va parler réalisation de contenu spécifique pour le client sur la base d'un contenu déjà existant qu'il va customiser pour le client. Et donc en fait, les conférenciers américains ont identifié 7 sources différentes de revenus qui viennent complémenter, on va dire 6 en plus de la conférence. Donc 7 sources différentes de revenus qui comprennent effectivement formation, coaching, services divers et variés, mise en place de projets, donc ça peut aller très loin. Intéressant. Et du coup, c'est pas la conférence qui représente 80% du chiffre d'affaires dans ce cas-là.
Non, effectivement. Même s'il y a des conférenciers qui sont des conférenciers. En fait, le conférencier dans ce cadre-là, il est plutôt la tête d'affiche, si tu veux, de l'entreprise qu'il représente. Voilà. Et donc en fait, c'est pas lui qui va réaliser le coaching, c'est pas lui qui va réaliser les services, ce sont ses équipes. Et lui, en fait, il est là pour motiver, pour vendre l'image de marque de l'entreprise. Donc il doit avoir un discours qui est impeccable, qui est super bien ciblé, et qui doit inspirer au point que les dirigeants de l'entreprise qui l'ont embauché pour la conférence se disent « Ok, c'est avec lui ou avec sa boîte qu'on veut bosser ». Je confirme, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, La boîte à outils du speaker conférencier, c'est ce que j'appelle le triangle d'or en fait. C'est-à-dire le conférencier, il est à la tête de son entreprise et c'est parce qu'il parle bien en conférence, donc il peut s'en servir en conférence payante ou utiliser ses conférences comme un outil marketing très puissant pour vendre tout ce qu'il y a autour. Et ça fait déjà 10 ans que c'est comme ça aux US. Hein. Voilà, absolument. Donc c'était Christine Morlaix qui parlait pour les personnes sur Zoom. Alors, pour info, je suis en train de développer ce produit. Un produit comme celui-là, justement. C'est exactement ce que tu viens de dire. Le conférencier est la tête de gondole et il vend des services annexes avec une puissante valeur ajoutée dans la continuité de la vie de l'entreprise. Donc, je me retrouve dans ce que tu dis, Philippe, complètement, et dans ce que dit Eric également. Et du coup, Jean-Luc, ça veut dire que toi, tu as une équipe derrière toi pour délivrer ou c'est toi qui t'y colle? Alors, c'est-à-dire que j'ai une équipe, je suis en train de la constituer. On a déjà fait des ateliers de travail pour justement partir sur ce projet-là. Après, je pense qu'il faut éviter les usines à gaz. Moi, je suis plutôt dans l'agile. Donc, il ne faut pas avoir 50 personnes, il faut en avoir 2 ou 3 fiables qui peuvent s'entourer d'un écosystème de gens qui interviennent au moment où c'est utile, tu vois, pour éviter d'avoir une kyrielle de personnes qui interfèrent, etc. Donc, j'en suis là. On est encore au balbutiement, aux prémices, mais enfin, ça fait déjà quelques semaines qu'on a commencé la réflexion et on arrive à la conclusion que Philippe et que toi venez de donner. Voilà. Alors moi, j'ai un exemple que je peux partager avec vous. Il est pas connecté, donc je vais parler à sa place. C'est Stéphane Moriou, avec qui je travaille beaucoup, qui est le spécialiste du feedback. Hein, il fait des conférences sur le feedback. Il a un cabinet à la fois de chercheurs à l'international sur le feedback, comment ça se passe dans le monde, et puis il a des consultants qui sont des consultants en management. Hein, et il amène cette dynamique conseil. Par exemple, chez Engie, il y a la culture du feedback qui doit être mis en place en 3 ans. Donc, il a un projet d'accompagnement de cette grosse entreprise sur 3 ans. Là, ça fait 1 an, on a déjà 1 an derrière nous. On produit beaucoup pour eux. Des conférences, des capsules vidéo, du conseil, etc. Le piège de ça, c'est qu'il est overbooké. C'est-à-dire qu'évidemment, il a des consultants très bon niveau. C'est que des gens qui ont plus de 40 ans, etc., qui sont très crédibles et tout. Sauf que lui, il se fait aspirer quand même dans la production de la partie conseil, évidemment. Il est tête de gondole, mais il doit montrer son nez régulièrement sur le projet, quoi. Hein, et ça lui prend beaucoup de temps. Il bosse 6 jours sur 7. Hein. Avec un client, avec le danger que ça représente, hein, parce que c'est un client. Vous connaissez tous le risque d'avoir un très gros client qui vous prend 6 jours sur 7. Enfin, et là derrière se pose la question des droits d'auteur, des dépôts de marque, des dépôts de contenu. Moi, c'est une question à laquelle je suis confrontée justement en ce moment, parce que il y a une entreprise qui a vampirisé l'intégralité de mon contenu. Alors là pour le coup, on est super protégé. On a des contrats avec Engie et on leur fait un contenu sur mesure avec une cession de droit et qui paye le bon prix. Par contre, les consultants qui interviennent pour Stéphane sont ses collaborateurs. Donc là, c'est pareil, il y a un contrat de travail, il y a alors on peut toujours se faire pirater, on peut toujours avoir un salarié déloyal, hein, c'est sûr, mais bon, en tout cas, lui, il est protégé et pour l'instant, on est plutôt dans un schéma vertueux, quoi. Si on est sur les questions de droit, est-ce que je peux poser une question qui est annexe? Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Sans vous dire, voilà. Quelle est la politique, quelle est votre pratique quand on vous dit à la fin de la conférence, c'était bon, bien, ok, on voudrait avoir votre présentation.
quelle est votre politique actuellement? Je ne parle pas de ce que l'on faisait avant. Avant, c'était un petit peu différent. Quelle est votre politique? Est-ce que vous facturez de manière supplémentaire quand on vous dit, bah voilà, vous avez présenté pour 300 personnes, seulement l'entreprise en a 10 000? Donc voilà, je voudrais savoir Mais quelles sont vos pratiques en la matière. quand tu dis présentation, tu veux dire la vidéo de la présentation, tu parles pas Oui, non, du support le visuel. PowerPoint, par exemple, si tu as présenté un truc classique, un PowerPoint, quelque chose comme ça, on nous dit, bah voilà, faites-le nous parvenir, comme ça on pourra le regarder à nouveau, etc., sans que tu aies la Je parfaite réponds là-dessus. maîtrise. Alors écoute, Comment? moi j'ai un sentiment très mitigé sur le sujet. Moi, mon PowerPoint sans mon discours ne sert strictement à rien. Mhm. Parce que j'ai un PowerPoint qui est travaillé de telle manière à ce que j'ai effectivement des visuels avec très peu de texte. Voilà. Donc du coup, le support visuel sans le discours est absolument inutilisable. Donc la question... Sauf s'il y a dans le PowerPoint des endroits où spécifiquement, parce que je crois qu'on a tous la même chose, c'est-à-dire on a forcément, comme tu viens de le dire, Philippe, quelque chose d'impactant, des images, des vidéos, des choses comme ça. Sauf que tu peux avoir aussi quelques mots qui donnent une trame, tu vois. Mais donc toi, c'est non. En fait, c'est non. Je comprends bien, c'est non. Non, mais moi, en fait, ce que je dis, je peux vous la donner, ma présentation, mais si vous n'avez pas assisté au discours, vous n'allez pas pouvoir vous rappeler à quoi ça correspond. D'accord. Et si par contre, ils veulent diffuser la vidéo en interne vers d'autres collaborateurs, bah ça, c'est un autre contrat. Voilà, on est d'accord. Okay. C'est pareil pour moi. C'est un autre contrat aussi. Je rejoins Philippe, c'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Pour le PowerPoint, c'est pareil en ce qui me concerne. Voilà. Généralement, en fait, ils ne peuvent pas en faire grand-chose. Maintenant, quand c'est des PowerPoint conceptuels ou quand c'est des PowerPoint de training, moi, je veux dire, je leur fais signer quelque chose. S'ils veulent le diffuser en interne, je leur facture en plus. D'accord, on est d'accord. Merci beaucoup. J'ai une suggestion à vous faire là-dessus. Je suis en train, suite à une conférence, de rédiger on appelle ça comment, un e-book prolongement de l'intervention de la conférence en digital. Et donc j'ai vendu une déclinaison de mon bouquin adaptée à ce client. Donc le contenu, je l'ai déjà puisqu'il est écrit dans le bouquin. Je suis en train de picorer les éléments qui correspondent à la trame de ma conférence et d'en faire un petit bouquin que j'ai vendu pour un budget complémentaire. Et ça m'intéresse de savoir si vous l'avez fait déjà et à quel prix vous l'avez vendu, parce que j'étais bien embêté pour proposer un tarif. Alors, c'est il y a des droits d'auteur. Alors en fait, c'est une très bonne idée. Ça fait partie quand je parlais tout à l'heure des flots de revenus, les 7 différents flots de revenus. Bien évidemment, le fait d'avoir un livre, c'est intéressant, d'autant plus si ton livre, tu l'as sous forme numérique et imprimable, typiquement chez Amazon ou équivalent, parce que du coup, tu peux faire une version spécifique pour le client et lui vendre ça dans ta prestation. Donc ça, c'est un élément qui est très sympa, parce qu'effectivement, un livre qui a été customisé, où tu as le logo du client qui apparaît sur la couverture du livre, parce que tu as fait cette version-là, et ça te prend un temps ridicule pour faire ça aujourd'hui, et bien du coup ça te ramène tout de suite une valeur ajoutée complémentaire, et éventuellement une source de revenus complémentaire non négligeable par rapport à une conférence ou une prestation de maître de cérémonie. Donc c'est franchement un truc à faire. Que tu as signé avec ton éditeur aussi. Ah, si tu as un éditeur classique, là, tu es coincé. Je parle du cas où tu es sur un... Moi, je ne suis pas passé en auto-édition, je suis chez Duno, et là-dessus, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. En tout cas, pas sur mes 2 livres, quoi. Oui. D'où l'intérêt de l'auto-édition. Donc, tu peux avoir un livre spécifique, Christine, que tu vas gérer en auto-édition, qui n'est pas effectivement ton livre qui est édité chez Duno ou Vuber ou autre, ou Erol, enfin tous les éditeurs classiques du business. Et dès l'instant où tu as fait ça, effectivement, tu as une valeur ajoutée spécifique pour le client avec une version d'un de tes livres qui n'est pas disponible chez les grands éditeurs et qui va te permettre de faire cette customisation et de rendre des gens heureux. Puis en plus, ils vont pouvoir en parler autour d'eux puisqu'ils vont partir avec un livre. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, vous vous souvenez peut-être pas, mais j'ai lancé l'année dernière une collection chez un éditeur pour les conférenciers.
Donc c'est la collection Les Speakers aux éditions Kawa. Pour le coup, Edgar les connaît peut-être puisque c'est des gens qui sont à Annecy. Et j'ai négocié tout ça pour les conférenciers. Donc si vous voulez être édité chez un éditeur et pas avoir l'étiquette de auto-édition, vraiment je suis à votre disposition parce que le but du jeu, c'est justement de pouvoir répondre à tout ça. Que vous puissiez faire des revenus complémentaires quand vous faites des conférences. Typiquement, ce que j'ai négocié avec Virginie, c'est qu'elle touche 50% du prix de vente quand on les vend en direct, quand elle les vend en direct sur son site internet ou quand on les vend à la suite des conférences. Et alors, nous, on ne touche pas la couverture pour que la couverture reste une couverture professionnelle avec l'éditeur, etc. En revanche, on a glissé une première page vierge sur laquelle on a introduit la préface avec le logo du client, son petit mot, le mot du président, ou pourquoi il organisait cette conférence, pourquoi il achète le livre, à qui il le dédicace, etc. Tu vois. Et ça, c'est pareil, comme on est en impression numérique, donc on est chez un éditeur, mais on a un imprimeur, on n'a pas fait imprimer en rotatif, quoi. Dès que j'ai un client qui me commande 50 livres, je lui demande quelle est sa préface, et puis c'est sans coût supplémentaire, il reçoit ça, les exemplaires à son bureau, et il dit, voilà, c'est vachement chic. Voilà. Ça fait des gros revenus supplémentaires, c'est évident. Exactement. Donc, je suis à votre disposition là-dessus, si vous avez envie d'être édité. Je peux pas tout éditer non plus, mais en tout cas, j'étudie ça avec plaisir. Je peux rajouter quelque chose, Philippe? Oui, bien sûr. Donc, c'est François Michalon maintenant qui prend la parole sur Zoom. Bonjour à tous sur Zoom. Côté édition, je connais aussi un peu parce que pendant 15 ans, je viens d'arrêter pour l'instant. Et en tant qu'éditeur, ça m'intéressait quand j'avais des auteurs qui venaient me voir avec cela. Même si on était diffusé, il y a toujours un intérêt. Donc, je pourrais vous conseiller d'aller voir, si même vous êtes avec un éditeur connu, d'aller le voir, parce qu'aujourd'hui, les éditeurs, ils ont besoin d'exister et que même si le livre, il est diffusé d'une autre manière, c'est toujours intéressant. Donc, ça mérite d'aller le voir. En attendant d'aller voir Eric, bien sûr. Ah oui, non, mais encore une fois, j'ai pas besoin de travail. C'est Oui. aussi, si ça vous aide et si on peut faire du business ensemble, je serais ravi, mais je fais pas d'appel. M'envoyez pas trop de travail non plus, hein. Je suis en pré-retraite, quand même, les gars. Je mise sur l'efficacité et pas sur la quantité, hein. Donc, que les choses soient claires, ça ne puera plus la sueur chez moi. Voilà, terminé ça. Ça, c'était avant. Je travaillais trop. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez évoquer sur cet aspect business, marché? J'ai vu que Claude était monté sur Clubhouse, elle a demandé à monter on stage. On n'a pas entendu ta jolie voix, Claude. Merci beaucoup, Eric. Bonsoir à tous. Oui, je voulais faire le lien en fait avec ce que vous disiez tous les trois tout à l'heure, à la fois Christine, à la fois toi et Philippe, sur ce que j'ai ressenti moi depuis 15 jours au niveau du marché. En fait, moi, j'ai été appelée sur des approches thématiques de 2 ordres, motivation des équipes et puis expertise, donc basico-basique, marketing, vente. Ça, c'est le premier point. Bon, c'est lié aussi avec mon positionnement. Du digital, bien sûr. Et ce que je remarque, en fait, c'est que la demande du client, c'est à la fois l'expertise Keynote classique, 20 minutes, mais pas uniquement. Et ils veulent effectivement une prestation globale. Donc, c'est la keynote en digital, mais c'est aussi après l'animation des tables rondes. Et donc, surtout hors de question de prendre un maître de cérémonie. Bon, ça tombe bien, je fais les deux. Et donc, l'expertise des tables rondes agit aussi à ce niveau-là. Voire, j'ai eu un client qui m'a aussi demandé une prestation globale sur des solutions en fait complémentaires. D'abord, le business café avec la conférence, les questions-réponses, après la formation ensuite, et ensuite l'accompagnement des équipes. Donc, je crois vraiment en fait au package de prestations génériques et je pense qu'on est vraiment dans l'ère où nous devons packager tout ça et proposer une approche solution en fait en fonction de leurs problématiques. Donc, je le vis en ce moment, donc c'était pour traduire ce que vous disiez tout à l'heure et il me semble que c'est un vrai tournant. Merci, il y a Claude. Plus en plus de demandes, hein, c'est Christine Morlaix qui parle, il y a de plus en plus de demandes pour des mix en fait.
Maintenant, c'est les clients qui sont même en demande de la webconférence. Avant, moi, ça fait des webconférences, j'en fais depuis 2016. Donc, voilà, c'était nous on faisait plus de push là-dedans. Là, maintenant, c'est le client qui demande. Oui, c'est exact. Le Covid oblige, évidemment. Christian, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce que vient de nous dire Claude et Christine? Absolument pas. Absolument pas. Christian. Si ce n'est que je suis heureux d'être au milieu de vous, que j'ai pris la home en vol. Et donc là, je n'ai pas de matière à échanger dans l'immédiat avec vous. Peut-être en vous écoutant davantage, j'aurai quelque chose à rajouter. Voilà. Et Régis, tu veux pas nous dire un petit peu comment tu vois le business là depuis le début du mois? T'es arrivé un peu après le début aussi. On se disait qu'aujourd'hui, au-delà on peut parler de tous les sujets, mais qu'on avait envie de faire un petit point sur la reprise qu'on sent frémir depuis début mars. Est-ce que tu nous entends, Régis? Ou est-ce que tu fais semblant d'être là? Alors, Régis, est-ce que tu veux monter on stage? Je lui propose. Allez, allons-y. Alors, on va voir si Régis répond à la demande. Philippe, Claire, sentez-vous libre même de lancer un autre sujet si vous voulez, parce que sinon c'est moi qui lance, ou Philippe. Ah oui. Juste peut-être par rapport à ce que disait Philippe tout à l'heure, ça demande quand même le package de ces prestations complémentaires d'être de plus en plus agile pour nous et d'avoir les différentes postures dans une prestation globale, c'est-à-dire posture de conférencier inspirant, posture de formateur ensuite avec les équipes, posture de coach pour accompagner. Et donc, ça demande d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et ça, c'est une vraie réflexion commune pour répondre aux besoins des clients. Voilà ce que m'inspirait la réflexion de Philippe sur le sujet aussi. Ok, donc on a Aude qui a envie de contribuer à la discussion. Aude, tu as la parole. À tous, Aude Milési. C'est par rapport à ce que Claude, tu viens de dire. Moi, la question qui émerge, c'est est-ce que le conférencier a justement intérêt à toujours jouer en solo, puisque avoir plusieurs cordes à son arc, parfois c'est bien, mais ça peut être aussi préjudiciable, parce que si on est moins bon dans un des domaines, on peut aussi, le client peut être moins satisfait aussi de nos prestations. Donc, est-ce que on aurait intérêt en tant que conférencier, maître de cérémonie, peu importe, en tout cas, de se regrouper pour peut-être être force de proposition en termes de compétences complémentaires qui pourraient être proposées à nos clients? Oui, jouer l'équipe, bien évidemment. Donc, c'est là où on a tous intérêt à être malin. C'est-à-dire, si on connaît réellement nos limites, c'est de proposer effectivement l'intervention d'un collègue qui va, lui, assurer le job et qui va faire que le duo, voire le trio, va super bien marcher. Je suis entièrement d'accord, Aude. Merci. C'est aussi une question de crédibilité. C'est-à-dire que, au-delà de l'hyper-compétence sur tous les domaines, qui est quand même rarement constatée, il faut voir quelle image on veut donner. Est-ce qu'on veut être conférencier? Est-ce qu'on veut être maître de cérémonie? Est-ce qu'on veut être les deux? Est-ce qu'on veut être en plus un consultant, en plus spécialiste en coaching, en plus enfin, à la fin, ça ressemble un peu au carrossier du coin de la rue qui dit tout type de travaux sur tout type de véhicule, quoi. Et ça me pose moi un problème. Clairement, après, c'est très difficile de vendre une conférence à 5 000 € de l'heure. C'est-à-dire, si vous êtes capable de tout faire, et c'est possible, mais on va pas vous payer une prestation hyper spécialiste si vous êtes généraliste sur plein d'autres domaines. Je crois pas. Ça, c'est du marketing pur, et Claude s'y connaît en marketing, c'est évident. Donc, mais bon, après, ça dépend aussi peut-être de la relation qu'on a avec son client et à quel stade. Donc, quand c'est le client qui dit j'ai adoré votre conférence, maintenant il faut coacher mes équipes, il n'est pas question de refuser. Mais quand c'est des packages global où à la fin même on sert les pizzas, honnêtement, moi je vous déconseille de faire ça. En tout cas, je peux pas vous aider commercialement dans ce genre de choses. C'est évident, je ne saurais pas faire. Oui, non, mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais, les conférenciers qui ont des offres globales comme ça, en général, ont une entreprise derrière eux avec des collaborateurs ou des partenaires, parce qu'effectivement, le
le côté tête de gondole dont tu parlais tout à l'heure, hein, je crois Jean-Luc. que c'est, Ouais, non, c'est Jean-Luc. c'est Jean-Luc qui parlait de, oui, l'aspect tête de gondole. Effectivement, c'est un rôle qui est bien défini. Et tu peux pas être en permanence au four et au moulin. Donc, l'exemple que tu donnais de Stéphane Morio, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir le leader, mais en même temps, le leader, il est limité en capacité. Donc, Jean-Luc, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Oui, exactement, finalement, on ne peut pas être le couteau suisse. On ne peut pas être le couteau suisse soi-même. On peut être le couteau suisse dans les prestations qu'on offre. C'est-à-dire que toi, tu es la tête de gondole parce que tu connais ton sujet et vaut mieux être le patron sur une niche que petit sur un énorme marché. Si tu es patron sur ta niche, tu tiens la position et tu seras toujours full de clients. Je veux dire, tu n'en manqueras jamais. Et il ne faut pas chercher, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, mais faire coach et tout ça, tu vas finir par faire la peinture et la plomberie. Non, non, non. Tu es soit conférencier, toi, soit formateur, soit ce que tu veux. Soyez un spécialiste. On est quand même dans un monde de spécialistes, même si c'est un paradoxe parce qu'on est en train de nous dire qu'on va changer 5 fois de métier. C'est ce qu'on dit à nos jeunes. Mais malgré tout, le spécialiste tient la position et il est reconnu comme tel. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas être le couteau suisse soi-même. Tu ne peux pas savoir tout faire. Un généraliste n'est pas dentiste. Et on dit dans les restaurants qu'un bon chef n'est pas un bon pâtissier. C'est pas non plus incompatible, un conférencier qui fait de la formation et un formateur qui fait des conférences. Après, tout dépend de son business model. Toujours pareil. Hein. Et du niveau d'exigence. Et du niveau d'exigence. Parce que si tu es top conférencier, top formateur et top je ne sais pas quoi, là vraiment tu es l'oiseau rare, tu es la personne qu'il faut vraiment rencontrer. Mais bon, si on veut donner une certaine qualité et une exigence même de qualité pour nos clients, tu peux pas, à mon avis, tu ne peux pas dire je suis top conférencier, je suis top formateur, je suis top coach. On n'y croit pas. Ben, c'est-à-dire que l'inverse, quand tu es formateur et que tout d'un coup tu vires petit à petit au métier de conférencier, tu y prends goût, et à un moment donné, si tu y prends goût et que tes clients font voir, donc tu vas être il va y avoir de la demande, le marché va être là, et puis ensuite eh bien, si tant est que tu es un bon agent ou que tu te vendes toi-même, eh bien tes clients recommanderont. Tu vas donc faire du business et à un moment donné, il va falloir faire un choix. C'est clair. C'est vrai que voilà. Mais ce choix s'imposera de lui-même. Bah, en fait, le choix, Christian, c'est le choix du commercial. Toi qui es le spécialiste du sujet, une journée de formation par un bon formateur, c'est 1 500 €. 1 heure de conférence par un bon conférencier, c'est pas ce prix-là. Donc, le choix, c'est l'évolution de la carrière. Hein. Après, il faut manger, il faut faire bouillir la marmite, et puis voilà. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que le gars qui vous achète 1 500 € pour former tout un groupe à l'APM pour une journée, bah, il va pas vous payer 4 500 la conférence de 3/4 d'heure sur Zoom, hein, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais constaté ça. On est d'accord, et sans antériorité dans le métier de conférencier, puisque moi, je suis un futur apprenti conférencier, donc je pourrais peut-être vous donner un avis sur le sujet à l'avenir. Mais bon, voilà. Après, il y a un moment donné, il y a des choix qui s'imposeront à moi ou pas. Hein. Mais bon, voilà. C'est tout ce que je veux dire. Et il y a Philippe et Claire qui sont montés on stage, qu'on peut encore parler. Vous voulez rajouter quelque chose à ce moment-là de la conversation? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Je suis désolé, je suis sur mon vélo, donc donc j'ai écouté. Le fer qui roule. Ouais. J'ai écouté avec attention cette roue, mais je vais rapidement intervenir à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur le frémissement du moment. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'offre conférence storytelling, c'est bien, ça peut encore marcher, mais la demande maintenant des clients, c'est de faire du storytelling, évidemment, de raconter une histoire et d'avoir un contenu. Donc, histoire plus contenu dans la conférence, et de plus en plus maintenant, on demande une histoire, un contenu dans la conférence et du digital par la suite. Donc, c'est pour renforcer ce qui avait été dit tout à l'heure sur l'ouverture, et quand on voit Laurent Combalbert, sa manière de gérer les choses, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, il fait des conférences gratuites évidemment, mais derrière, c'est un produit d'appel pour toutes les formations qu'il propose dans sa nouvelle structure. Donc c'est un pli que prend la profession actuellement. Mais en tout cas, c'est
toutes les demandes que j'ai d'intervention, c'est conférences, contenu digital, systématiquement. Alors ça m'a obligé à quitter trois agences de conférenciers. Voilà. Donc puisque c'est dans cette période de Covid, c'est très compliqué d'avoir plusieurs agences, je pense. Donc je me suis limité à 3 agences, ce qui est quand même pas mal déjà, mais 3 agences différentes sur le traitement des thématiques. Donc pourquoi? Parce que les autres agences, soit elles ne s'occupaient pas de leurs conférenciers, ce qui peut arriver, soit elles négociaient des tarifs dans mon dos. Donc ce qui n'est absolument pas agréable. Et ce que font les clients, c'est que ils vont taper à plusieurs portes, à plusieurs agences de conférenciers, et ils vont constater que les prix sont pas les mêmes pour le même conférencier. Donc c'est assez désagréable de la prendre par la bande. Et voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Donc voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant, Christine Moret qui parle, qu'on fasse un peu justement jurisprudence dans la profession des agents, parce qu'effectivement, des fois c'est du grand n'importe quoi. Hein. Je rejoins ce que dit Philippe. Des fois, tu peux te retrouver à 4 000 chez un, 6 000 chez l'autre, 7 500 chez l'autre. C'est très désagréable. Ah bah là, si on parle de cette situation-là, oui, moi j'ai découvert avec stupéfaction l'empilement des marges qui avait lieu entre les organisateurs d'un événement et les sous-traitants de l'organisateur de l'événement qui avait demandé à un speakers bureau de me prendre, et en fait, mon coût initial avait été multiplié par 3 à la fin pour le client. D'accord ? Donc c'est quelque chose d'assez commun. Et en fait, c'est quelque part la règle de cette industrie, hein, c'est que on a une liberté de négociation, on a une liberté sur le marché qui fait que on peut se retrouver dans ce genre de situation. Donc, le client, s'il s'adresse à un professionnel de l'événementiel pour se décharger de toute l'organisation, de la sélection des speakers et tout ça, il est prêt à payer pour ça, et ça se comprend. Donc les marges peuvent s'empiler. J'ai toujours dit, moi, et toujours prôné, même dans mon bouquin, qu'il y ait un prix, et que comme le speaker ne fait pas la partie commerciale, la dimension de marge doit être inclue dans le budget du speaker. En tout cas, c'est ce que j'ai négocié avec les agents avec lesquels je bosse. Oui, absolument. Et c'est une pratique effectivement qui me paraît normale aussi. Je vous rappelle pourquoi j'ai créé lesspeakers.com il y a 3 ans. C'est que pendant 10 ans, j'étais agence événementielle. Enfin, une de mes filiales faisait des événements. Et que quand je passais, que mes mes rédacteurs en chef ou mes directeurs du planning passaient par les speakers bureaux qui étaient tous en place il y a 3 ans et il y a 15 ans, c'était ça. C'était n'importe quoi. Alors nous, on n'était pas allés discuter après avec le conférencier en disant mais au fait toi quand tu te vends en direct tu te vends combien, etc. C'est-à-dire quoi, j'avais l'habitude de bosser avec des speakers bureaux, enfin en tout cas mes équipes bossaient avec des speakers bureaux, ça se passait bien, c'était fluide. Sauf que c'est vrai que le côté opaque du truc, il y a 4 ans, je me suis dit tiens je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière, je vais afficher les tarifs, et les tarifs que j'affiche c'est les tarifs des conférenciers plus 500 €. Et 500 €, c'est pour que moi je vive, c'est pour que ma plateforme fonctionne, pour que j'ai un peu de budget marketing. Mais c'est vous qui décidez si aujourd'hui vous vendez 4 000 ou 4 500 ou 17 000. C'est pas mon problème. Après, moi, je suis juste votre agent pour essayer de pousser et de défendre la valeur que vous allez afficher avec le contenu que vous apportez. Mais évidemment, je peux vous dire que je me suis fait plus d'ennemis quand j'ai annoncé ça et quand j'ai sorti ça que en 10 ans. Et quand je me baladais dans les rues de Paris, j'avais des petits points rouges sur ma chemise, je me demandais ce que c'était. En fait, il y avait des snipers à tous les coins de rue. Les mecs, ils disaient, mais t'es en train de flinguer le marché. Je dis, je suis pas en train de flinguer le marché. Je suis en train d'être transparent. Je trouve ça inadmissible que un mec qui va venir s'inscrire sur ma plateforme, que j'ai acheté avant 10 000, en fait, s'inscrit sur ma plateforme en disant, moi, les conférences, je les fais à 6 000. J'ai quand même, franchement, pourquoi on va prendre 4 000 sur le dos d'un conférencier? J'y crois pas, quoi. Et puis c'est 4 000 si tu t'appelles machin, c'est 8 000 si tu t'appelles truc.
j'ai trouvé ça absurde. Donc, c'est pour ça que T'as mis j'ai de mis en l'ordre, place cette t'as bien plateforme au fait, départ. Eric, bravo. Bon, je sais pas si j'ai mis de l'ordre, mais en tout cas, j'ai mis de la transparence. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a 350 clients. Bah, du coup, ils négocient pas tellement les prix, hein, quand ils viennent chez moi et qui choisissent, je sais pas quoi, moi, Philippe Boulanger, tiens, bah, ils savent que Philippe Boulanger, il est à ce prix-là. Donc après, ils peuvent me dire, ouais, je suis un peu coincé, je voudrais vraiment Philippe, mais j'ai pas tout à fait le budget. Bon, on commence à discuter, mais sinon, voilà, ils sont pas dans un flou artistique. Bon, mais c'était un parti pris, quoi, pour faire chier le monde, hein, en réalité. Christian a levé la main sur Zoom. Donc, Christian Poncet, tu as quelque chose à dire? Oui, je vais aller dans le sens d'Eric parce que c'est une pratique qui est rarissime. Moi, j'ai travaillé quelques années avec une agence qui s'appelle Plateforme et je connaissais pas leur marge. Il y avait beaucoup d'opacité dans tout ça. Et puis un jour, j'ai un client que je connaissais bien à force qui m'a dit, tu sais, tu es cher. Alors j'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, je t'ai payé tant. Et là, les bras m'en sont tombés. Je me suis aperçu que ces gens-là faisaient 40% de marge sur mon dos. Donc, on s'est réunis, on a discuté, on s'est pas mis d'accord et moi, je suis parti voler de mes propres ailes, quoi. Et donc, la transparence et afficher des choses comme ça, c'est fantastique, quoi. Parce que moi, je travaille avec des boîtes d'événementiel qui parfois disent au client final, nous, on marge pas sur Christian. Voilà, Christian, c'est tant, nous, on marge pas dessus. Et il faut de la transparence aujourd'hui, on peut plus travailler autrement, quoi. D'accord, merci Christian. Moi, je connais des confrères speakers bureau qui disaient qu'ils margeaient pas sur les speakers. Ouais. Alors que c'était leur métier de marger quand même, quoi. Tu vois ce que je veux dire, évidemment, bien sûr. Comment ils vivent. Oui, alors en fait, l'astuce, c'est de dire, on ne marche pas sur les speakers, mais on a un fee pour la recherche et le référencement. Donc, ce qui revient, globalement, ça revient au même. C'est-à-dire qu'ils font payer quelque chose en plus, évidemment, aux clients. Alors, on va passer à Claire qui avait envie de parler. Ah bah Claire a disparu. Donc ça va être Michael. Absolument. Michael, je t'en prie, prends la parole. Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors je vais vous dire quelque chose. Ce matin, j'ai un copain conférencier que vous connaissez tous, mais je peux pas donner son nom pour l'instant parce que il m'a dit qu'il attend un courrier écrit. Alors voilà ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu. Il m'a appelé ce matin en me disant j'ai les nerfs à vif. Il devait intervenir pour une entreprise de la grande distribution qui a annulé la conférence via le repreneur, là, je sais plus comment il s'appelle, de Branded Celebrity, Simon et je sais plus trop quoi. Enfin, c'est Nelson and Simon. Voilà. Et Simon. Ouais. Nelson and Simon. Et il m'a dit donc je devais intervenir pour eux. Et j'ai reçu un appel de Simon et Nelson comme quoi la conférence était annulée ou éventuellement reportée because Covid. Il m'a dit bon bah j'ai encaissé le coup. Après tout, on le fait tous depuis une centaine de fois depuis un an. Et je reçois, il me dit, un appel de l'entreprise, donc le client final, qui m'appelle en me disant écoutez, on est désolé, on n'a pas pu vous faire intervenir, on a reporté, mais on vous fera intervenir l'année prochaine. Mais on souhaiterait passer en direct. Et là, il lui dit, écoutez, non, parce que je travaille avec une société, un speakers bureau, et je dois être droit avec eux. Et il dit oui, mais bon. Et le client lui dit, écoutez, on a déjà quand même payé la prestation, on a payé la prestation bien qu'on l'a annulée, on l'a annulée. Mais pour l'année prochaine, on préférait travailler directement avec vous, puisqu'on vous aura payé 2 fois, alors qu'une fois vous serez pas intervenu. Et il lui dit comment ça vous avez payé une fois? Il dit bah oui, j'ai réglé totalement la prestation à Nelson machin. Et donc il rappelle Nelson qui lui dit non j'ai pas reçu non pardon. Nelson lui avait dit on vous payera pas d'art puisque on n'a pas été réglé par le client. Or le client lui soutient à notre conférencier qu'il a tout réglé. Et donc il a demandé au client final de lui envoyer un courrier et le client va lui envoyer un courrier avec le numéro de chèque, enfin le numéro de virement qu'il a fait. Ça veut dire que cette boîte, moi je lui ai dit si jamais la boîte a encaissé l'argent et ne t'a même pas payé d'art,
On va leur faire une réputation. Moi, on va les défoncer auprès de la FCP, la FAS, tous les copains, parce que c'est absolument inadmissible qu'on ne participe pas. Donc, il attend les éléments de preuve et on va leur faire la fête parce que tu vois, autant il y a Eric, il y en a quelques-uns, enfin la plupart sont hyper droits, mais comment c'est comme ça dans le métier? De toute façon, tout se sait. Dans les clients, on les voit en direct, ils nous disent tôt ou tard, ils nous disent combien a facturé le Speakers Bureau, qui doit marger absolument. Tout le monde doit gagner sa vie, surtout quand le Speakers Bureau fait un véritable travail de conseil, de recommandation, d'organisation. Enfin, moi, je vois la plupart les Sagarmatha et consorts pour qui je bosse. Il y a un vrai boulot et ils méritent de gagner leur vie et de bien la gagner. Mais effectivement, Eric a raison, de la transparence pour tout le monde et ça ira. Mais voilà, je voulais raconter cette histoire. Et je voulais également, pardonnez-moi pendant que j'ai la parole, dire à Philippe que moi, les clients veulent plus entendre parler du tout de digital, mais plus du tout. J'ai des demandes de tous les côtés sur le thème. On veut plus, on veut se revoir physiquement, on veut de la parole, on veut plus du tout de digital. On en a bouffé, on en a ras-le-bol. Et moi, je trouve ça très bien parce que je trouve pas que dans notre métier de motivational speaker, en tout cas, le digital apporte grand-chose. J'ai fini. Merci, Michael. Alors, évidemment, ce que tu viens de dire sur Nelson et Simone est un sujet qui est chaud. Alors, Michael, je précise, tout ce qu'on dit aujourd'hui est enregistré. Donc, si tu veux que je retire cette partie de l'enregistrement, si à tout hasard, effectivement, l'information n'était pas avérée, c'est toi qui décides, d'accord? Donc, ouais, bon, bah, pour l'instant, non. Pour moi, on était entre nous, entre speakers professionnels. Donc, je préfère, pour l'instant, j'ai pas d'éléments de preuve, mais lui, il attend un courrier avec une preuve de virement. Très donc, bien. pour l'instant, voilà. Je voulais vous faire part de ça pour faire écho à ce que disait Eric sur son ADN et sa volonté de transparence. Le client a franchement aucune, enfin, selon moi, Michael, le client a aucune raison de mentir, quoi. Je veux dire, on a quand même plus envie de croire le client final qui dit ça, parce que franchement, surtout si c'est une entité. En même temps, je me méfie toujours de la grande distrie et de leurs arguments de négociation. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Oui, effectivement, c'est. Je crois que dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est d'entendre les deux. Voilà. Non, puis après, tu as des faits. Hein. Si tu as une preuve de virement, tu as une preuve de virement. Tu vois, oui, donc, mais comme ils sont en phase de reprise, ça peut être aussi une difficulté temporaire pour expliquer que, mais j'admets tout à fait que c'est pas fun et c'est surtout pas loyal. Et en tout cas, c'est pas transparent et ça, c'est juste inadmissible, en effet. Mais bon, gardons-nous de tomber à bras raccourcis sur une apparence. Voyons déjà effectivement les éléments de preuve et puis après, écoutons peut-être que si les gens influents comme Michael, justement, vont voir ces repreneurs en leur expliquant que ça ne se fait pas dans le métier, je pense que ça pourrait les doucher et les faire revenir dans le bon chemin, il me semble. Moi, j'ai connu ça avec un autre speaker bureau. Je vais vous donner un exemple. Et là, ça a failli mal se finir parce que je crois qu'on peut être optimiste, mais aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je suis arrivé justement dans une enseigne de très grande distribution qui commence par Inter et qui se termine par Marché. Et puis là, j'ai appris que mon coût, en quelque sorte, avait été multiplié par presque 3, comme toi, Philippe, je crois, tout à l'heure. Seulement, le gars qui représentait le speaker bureau n'osait pas me le dire. Et je l'ai cuisiné tenté plus pour savoir quel était le prix final. Il m'a menti de manière éhontée. Il s'est grillé auprès directement d'Intermarché. Et je trouve ces pratiques absolument abjectes. Donc, soyons transparents, que tout le monde gagne sa vie. Ça paraît tellement une telle évidence que le speaker bureau marge, mais qu'on sache à quel prix on est vendu, bien que je n'aime pas ce terme, à quel prix nos prestations sont vendues, parce que il y va de l'avenir du métier, quoi. Et puis on peut pas être vendu à 4 ici et à 9 là, enfin, ça veut rien dire. Il faut mettre des règles claires, je crois. Oui, en fait, c'est pas qu'un sujet de speaker bureau. Alors effectivement, quand le speaker bureau multiplie par 3 le coût de ta prestation, je pense que c'est un vrai problème. Ah oui. Maintenant, quand tu as des empilements de marge qui sont des empilements de marge raisonnables parce que tu as plusieurs intermédiaires, ça se comprend aussi, puisqu'effectivement, chacun essaie de vivre sur un projet particulier. Et là, il n'y a pas d'objection. Dans la mesure
Oui, c'est ça. Donc là c'est un vrai problème. Hein. Donc, bon, mais c'est très intéressant. Olga est montée. Oui, Olga est merci. montée au stage. Oui, salut, bonjour. Bonjour à tous. J'ai une anecdote concernant Brennan Celebrities qui a changé de nom, parce que j'ai travaillé avec eux plusieurs fois. Et en fait, ça rejoint un petit peu l'expérience de ton ami Mickaël. Parce qu'en fait, quand j'étais réservée, j'acceptais de pas recevoir d'acompte parce que soi-disant ça ne se faisait pas chez eux. Alors que moi, quand je suis en direct, je demande toujours un acompte de 50%. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas moi je le fais. Et leur délai de règlement était vraiment, vraiment particulièrement long. Et en fait, la dernière fois qu'ils m'ont contacté, je leur ai dit, écoutez, ça suffit maintenant, je voudrais que vous me versiez un acompte parce que j'y tiens. Et je pense que vous percevez un acompte, vous aussi, de votre côté, pour réserver la date. Ça me paraît normal. Et celui qui m'avait contacté, qui était assez nouveau dans la boîte, avec qui je parlais bien, il me dit, ben oui, bien sûr, nous aussi, nous percevons un acompte. Je ne sais pas de combien il était, mais je me demande si c'était pas plus de 50%. Et donc, il me confirme que eux reçoivent un acompte, mais eux ne versent pas d'acompte et en plus se permettent de payer avec parfois 3 mois de retard et en réclamant parce que le délai de règlement est dépassé. Donc, en fait, voilà. Donc, moi, j'ai donné mes conditions à l'époque en disant, bah, moi, là, ça suffit parce que j'ai pas du tout envie de travailler dans ces conditions-là. J'ai pas besoin de me forcer et je n'aime pas ce genre de relation. Et ben, ça s'est soldé que finalement, ils m'ont pas fait intervenir. Et Olga, si tu veux, on peut parler des morts aussi. Il y a Plateforme qui était pour moi le speaker bureau, l'agence de conférenciers qui existait depuis toujours. Moi, j'avais créé mon agence de com en 2002. C'était chez eux qu'on appelait toutes les semaines pour avoir des conférenciers. Eux, ils payaient carrément pas les conférenciers. Je crois que quand ils ont fermé la boutique, il y avait 300 000 euros d'impayés chez les conférenciers. Donc, les délais de règlement peuvent être parfois encore pires que ça. Oui. Oui, Enfin, c'est ça. là, j'interviens parce que comme Mickaël, tu parlais de cette expérience avec en fait la nouvelle boîte de Brennan Celebrities. En tout cas, moi, l'expérience que j'en ai, c'est vrai qu'elle n'est pas très positive parce que je me souviens très bien que lorsque je demandais un acompte, c'était vraiment quelque chose, non, ça fait pas partie de nos procédures. Donc, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on le fait pas. Et puis, bon, après, t'acceptes ou t'acceptes pas. Donc, je l'ai accepté un certain temps. Voilà. Mais à partir du moment où j'ai dit stop, ils ont été voir ailleurs. Donc, voilà. Ouais, soit dit en passant, Brennan Celebrities, je sais pas combien de conférences j'ai fait pour eux. J'ai dû en faire 30 ou 40. Pas une seule fois, ou plus exactement, pour être plus clair, systématiquement, il a fallu rappeler pour être payé. Pas une seule fois j'ai été payé sans que on active la relance. Ça, je déteste ça. Je déteste aller chercher l'argent. Je déteste ça, moi. C'est-à-dire que c'était des délais de règlement supérieurs toujours à 60-90 jours, quoi. Donc bon, une fois, 2 fois, 3 fois, ça va, mais pas 40, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Même expérience. C'est aussi un signe sur la santé financière de l'entreprise. Hein. Une entreprise en bonne santé, elle paye correctement. Non. Parce que ça coûte cher d'avoir des contentieux. Ça coûte cher d'avoir des contentieux, de devoir répondre à des relances. Une entreprise en bonne santé, de toute façon, il y a des règles officielles pour les délais de règlement, déjà pour commencer. Et ensuite, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé financière va tirer selon le bon principe qui consiste à accélérer les encaissements et à retarder les décaissements. Et c'est souvent la marque d'une entreprise qui ne se porte pas si bien que ça. Donc, ça peut être une alerte. Voilà, qui ça en passant. Alors, pour le coup, Jean-Luc, je peux répondre sur Brennan Celebrities. Je suis actionnaire de Brennan Celebrities, donc la santé financière est bonne. Simplement, c'est une boîte qui a une grosse ambition financière avec des actionnaires, avec des fonds, etc. Et là, pour le coup, on maximise la trésorerie, mais j'allais dire comme le font toutes les boîtes cotées, tu vois. C'est pas un problème de santé financière. En revanche, ils ont lâché l'activité
speaker bureau pour les conférenciers comme vous, parce que celle-ci n'était pas assez rentable par rapport à l'activité de égérie tu vois, la pub, les marques et tout ça, quoi. Donc la partie celebrities est beaucoup plus rentable que la partie conférencier, sur laquelle ils sont arrivés un peu après en se disant tiens, il y a peut-être un truc à prendre aussi dans le monde du corporate, mais ça payait pas du tout assez par rapport à ce qu'ils font avec les influenceurs et tout ça, où là il y a des niveaux de scalabilité et des effets de levier dignes des startups internet, quoi, qu'on a évidemment pas dans notre profession où on vend du temps et de la présence sur scène, donc c'est pas du tout c'est les là mêmes, où on peut avoir un rôle à jouer en tant que AFCP, non? Parce que on a un rôle de régulation du marché quand même un petit peu, non? De régulation du marché, en fait, on est quand même dans une économie qui est libre. Donc, Eric était libre de proposer son modèle économique qui était de faire payer 500 € de plus que le prix du conférencier. C'est que les autres choisissent un modèle économique qui soit différent. On n'a rien à dire. La seule chose qu'on puisse faire, effectivement, c'est communiquer entre nous de manière à ce qu'on sache à qui on a affaire, quelles sont les personnes ou les entreprises qui sont fiables avec lesquelles on peut travailler. Et c'est typiquement ce genre de discussion qu'on a aujourd'hui et qu'on peut avoir au sein de la FCP, effectivement, qui nous permet de savoir où est-ce qu'on va placer nos billes. On peut représenter un poids quand même, non? Le poids que tu veux représenter, c'est quoi? Tu peux pas imposer un modèle économique à un speakers bureau? Non, on peut pas imposer un modèle économique, mais on peut se réunir et dialoguer. Oui, par contre, ce qui me semble évident, c'est que si on a des mauvaises expériences, on peut les partager entre nous, et ça peut poser un problème effectivement au speakers bureau. Si, par contre, on a de bonnes expériences avec un speakers bureau, pareil, on peut partager, et puis là, on tombe dans un cercle vertueux. Donc, je pense encore une fois que le bouche à oreille ou les discussions entre nous, c'est effectivement la meilleure possibilité que nous ayons pour emmener l'industrie dans la bonne direction. Mais si, comme dit Christine, par exemple, implicitement, les différents conférenciers passent un accord, je dirais, tacite, pas forcément écrit, sur le fait que, par exemple, avant d'intervenir et d'accepter une intervention, ils présentent une note réglable à 50%, à 40%, à 60%, peu importe, tout de suite, est-ce que ça ne va pas obliger, et quelque part, est-ce que ça ne va pas faire bouger un petit peu la profession dans un sens plus vertueux? Je suis d'accord. Oui, tout le monde dit, moi je prends, OK, X, quel que soit mon tarif, OK, mais c'est 50% réglable tout de suite et le reste à 30 ou 60 jours. Si tout le monde fait ça. Aux États-Unis, c'est 100% avant l'intervention. Hein. Tous les speakers que je connais avec lesquels j'ai travaillé aux States se font régler leurs prestations avant qu'ils mettent le pied sur la plateforme. Oui, c'est exact. Ça rigole pas là-bas. Ça rigole pas avec le dollar. Mais si tu regardes dans le domaine de l'événementiel, Jean-Luc, quand tu loues une salle, tu dois l'avoir payée avant de faire ton événement. Hein. Oui. Absolument. Oui. Et c'est la même chose pour le traiteur. Hein. Le traiteur, c'est le plus gros budget de l'événement. Le traiteur n'a pas le droit de travailler s'il n'a pas été entièrement payé. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de sortir les petits fours. Hein. Et l'agence n'a pas le droit de ne pas payer le traiteur avant. Là, c'est légal. Hein. Donc, on n'est pas sur la LME à dire c'est 45 jours fin de mois, etc. Après, moi, je sais très bien, j'ai pas d'impayé chez mes clients, mais j'ai des clients qui ont mis 9 mois à me payer. Hein. Donc là, pour le coup, je prends pas beaucoup de marge, mais j'ai pas la trésor, donc je peux pas payer d'avance les conférenciers si je suis pas payé. Mais il y a des fois où je perds les 500 € de marge que je fais le conférencier, je vais les perdre largement juste pour essayer de faire du recouvrement. Et donc ne pourrions-nous implicitement nous mettre d'accord sur un montant minimal payable à la commande, de telle sorte que justement tu puisses garantir des entreprises qui ne te payent pas, quoi. Pour moi, c'est les 50%. C'est ce que je demande. Voilà. Mais si tu veux, tu vois, là, j'ai vendu une conférence à Total la semaine dernière. Je me demande 50%. Alors, en plus, moi, j'ai constaté là, sur 2021, un raccourcissement des cycles. C'est-à-dire que là où on avait un carnet de commandes à 3 à 6 mois avant, là, je suis plutôt à 15 jours, 3 semaines. Donc, j'ai beaucoup de conférences à livrer en avril. J'en ai plus beaucoup en mai. Mais par contre, j'en ai beaucoup en avril. Et j'en ai eu pas mal en mars. Là, de toute façon, je peux pas. Chez Total, j'aurai jamais les 50% avant, tu vois, la conférence qui me commande pendant 20 jours. Ils savent pas faire. Donc, si moi je connais le client, je suis déjà référencé chez Total, j'ai déjà vendu pas mal de speakers chez eux, je connais le client, je suis en confiance et tout ça, mais les 50%, je peux pas les avoir. Je peux les demander, mais je les aurai jamais. Donc après, si
Si tu vas dans une entreprise où c'est agile en termes de paiement fournisseur, tu peux demander. Ça, c'est vrai. Mais bon, il y a la chambre de commerce, c'était la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Azur. Bah, c'était un dossier sur lequel on était monté ensemble avec Christine. On les avait rencontrés à Cannes sur Event. Ils ont mis, je sais pas combien de temps à me payer, puis à la fin ils m'ont envoyé un chèque. Et moi, ma boîte aux lettres, elle n'est pas là où j'habite, quoi. La boîte aux lettres de ma société, c'est un siège social, machin. Ils ont envoyé un chèque. Tu te dis, attends, je rêve, quoi. Bon, bah, tu peux pas faire grand-chose là-dessus. Mais après, il y a méthode de Margoulin et puis méthode de, bah, on est transparent, on essaye de faire le job et puis de pousser un peu la profession, c'est sûr. Alors, après, moi, j'ai tendance à dire que si vous n'êtes pas content d'un speaker bureau, bah, vous vous enlevez de chez ce speaker bureau. Hein. Moi, il y a des conférenciers avec lesquels je travaille où on décide chez qui on va. Hein. C'est-à-dire que exactement. Là, en ce moment, on est en train de bosser avec le Canada, avec plusieurs conférenciers. Bah, on va pas chez tous les speakers bureaux du Canada. Il y en a certains, on va pas y aller, quoi. Ils vont nous demander de venir, mais on n'ira pas, quoi. Donc, vous avez le choix. Hein. Pour le coup, c'est très open. Et c'est vrai que je vois bien, il y a des conférenciers qui sont dans 10 speakers bureaux, et puis d'autres qui sont dans 1 ou 2, quoi. Donc, ça vous appartient, hein, ça, honnêtement, vous faites comme vous voulez. Je sais pas quelle est la bonne stratégie, en réalité. Moi, je trouve intéressant et bien pour tout le monde si on peut s'appuyer sur un usage qui est que, renseignez-vous autour, monsieur le client, la règle, c'est 50% d'acompte et le solde immédiatement après la prestation. C'est très bien d'avoir une ligne éditoriale que l'on sait partager. Ça dépend qui est ton client. Parce que dans certaines boîtes du CAC 40, il y a une loi, il y a une règle qui d'ailleurs est tout à fait illégale. Moi, je me suis vu avoir des discussions avec des boîtes du CAC 40 qui te disent « Ah oui, mais chez nous, c'est 60 jours. » Mais vous savez que c'est pas légal parce que la LME, la loi de modernisation de l'économie, dit délai maximal 45 jours. Et on te répond « Chez nous, c'est comme ça. » Et qui plus est, ce que font les boîtes du CAC 40, elles prennent des boîtes d'événementiel qui réservent la salle, le traiteur, les intervenants, l'animateur, les conférenciers. La boîte d'événementiel avance tous les frais. Ça fait partie du deal, c'est-à-dire qu'elle joue le rôle de la banque. Il y en a qui m'ont raconté des trucs, mais insensés. Et pendant ce temps-là, la boîte du CAC 40, elle a ordre de payer le plus tard possible parce qu'il n'y a pas de petit profit. Voilà. Il y a du cash qui tourne quelque part. Et ça, ce sont des modèles économiques du client final aussi qui impose sa propre loi. Alors pour autant, et moi je viens de voir ça précisément chez EDF, où ça a été extrêmement compliqué. EDF, alors là, il faut être polytechnicien pour arriver à faire quelque chose, mais je raisonnerais par l'absurde, ou plutôt en regardant le rapport risque-bénéfice, hein, c'est à la mode en ce moment. C'est pas parce qu'il y a certaines entreprises où en effet les 50% sont inapplicables qu'ils le sont partout. Donc au moins augmentons déjà notre marge de manœuvre et essayons d'appliquer une marge de 50%, enfin la règle des 50% partout où on le peut. Ce serait peut-être déjà un premier progrès. Et c'est vrai qu'on ne va pas faire changer EDF là-dessus, ça c'est clair et net. Mais bon, je ne sais pas, c'est une suggestion, mais je pense que ce serait bien. Il faut qu'on se mette d'accord entre nous. Alors, ça, exactement. Par expérience, je ne demandais pas d'acompte jusqu'à fin 2019 en fait. Et j'ai commencé à demander un acompte de 50% en me disant je le fais sous forme d'expérimentation pour voir comment ça passe. Et en fait, j'avais décidé de faire ça justement après discussion avec des amis américains. Et à ma grande surprise, ça n'a posé strictement aucun problème. Alors si, de temps en temps, sur certains grands comptes, ils nous disent non, c'est juste pas possible, mais vous en faites pas, vous serez payé à temps. Et ils ont payé dans les 45 jours qui étaient prévus. Donc de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance. Ou en tout cas j'ai travaillé avec des gens qui étaient réglo, mais le fait de demander 50% d'acompte finalement ne les choque pas, parce que encore une fois, quand ils doivent louer une salle et effectivement, comme le disait Eric aussi, pareil, avoir un traiteur, eh bien de toute manière ils doivent payer 100% à l'avance. Donc si on demande nous 50% d'acompte, à la limite tu peux demander 50% d'acompte pour réserver la date, et effectivement comme aux États-Unis dire voilà, le jour de la prestation les 100% doivent avoir été payés. C'est comme ça que je fais, et ça a toujours fonctionné depuis le début, même avec EDF. Voilà. Donc après, si tu as quelqu'un qui résiste, c'est toi. C'est parce que tu es éclairé, c'est pour ça. Voilà.
On ouvre les micros suivants. Là, il y a Sylvaine qui est montée Salut! depuis un petit moment, qui patiente. Salut Sylvaine. Salut les copains, c'est super, je vous écoute, c'est très intéressant de faire ce genre de room pour échanger sur des diverses problématiques qu'on vit tous. Et je suis contente déjà de vous entendre. Moi je suis arrivée, Michael, tu étais en train de raconter un problème, mais j'ai pas tout entendu. Je sais pas qui c'est, mais ça avait l'air chaud. Et Simone et Nelson. Tu veux remettre un euro dans le noir? C'est ça, je remets 1 euro. Simone? Simone et Nelson, c'est la reprise de Brandon Celebrity sur la partie conférencier. Ah oui, d'accord. Merci. Ok. Est-ce que vous avez une idée de quand les conférences en physique vont reprendre, d'après votre analyse, votre ressenti? Écoute, on a évoqué ça un petit peu tout à l'heure. Il y a eu donc un frémissement commercial chez les agences événementielles et dans les speakers bureaux et même chez les speakers qui se vendent eux-mêmes. Il y a eu des événements physiques qui ont eu lieu au mois de mars. Je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup en février, mais ça recommence un peu en mars. Moi, les demandes en physique qui sont pas trop soumises à mais tout dépend de ceci, cela, enfin toutes les précautions d'usage. Les événements physiques que je vois aujourd'hui où les gens ont l'air de s'engager, c'est pas avant septembre. Mais bon, d'ici là, il y a de temps à autre. La semaine dernière, on a fait un événement chez un club là de jeunes dirigeants. Donc c'est des chefs d'entreprise, mais qui sont contrebalance du couvre-feu. L'événement a démarré à 18h à l'heure du couvre-feu, enfin ils s'en foutent complètement. En revanche, ils font attention entre eux, c'est-à-dire qu'ils se mettent pas à 12 par table et ils gardent leur masque et tout ça, mais ils ont décidé que il fallait qu'ils continuent à bouger, à se voir entre eux et à bosser ensemble de manière informelle, parce que sinon ça marchait plus leur club, quoi. Donc bon voilà, il y a eu quelques exemples comme ça au mois de mars. Super. Donc on est optimiste, Sylvain. Bon, génial. De toute façon, moi, je rejoins l'idée de Michael. Les gens, ils en peuvent plus là du Zoom, de la distance. Hein. Ils ont vraiment besoin de se retrouver. Donc, Alors, ils ont besoin de se retrouver, mais il faut pas occulter que les pratiques du distanciel leur ont montré qu'on pouvait faire des événements hybrides aussi et ne pas déplacer forcément des troupes gigantesques et permettre à un groupe en local de participer en présentiel et des groupes distants de participer en distanciel. Et donc ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, a été présent aux États-Unis de manière classique, parce que les distances aux États-Unis sont telles que c'était extrêmement fréquent de faire ce genre d'opération. Et là, maintenant, c'est monté dans les neurones des dirigeants des entreprises françaises. Et on sait que le mode hybride va rester de toute manière. Donc l'avantage pour nous, c'est qu'on peut quand même faire du présentiel, mais il va y avoir un relais aussi en distanciel pour des équipes qui sont séparées, qui sont éloignées. Non, mais c'est une bonne chose, parce que si on peut garder ça de cet épisode, de cette année, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Non, mais ce qui pose le problème à chaque fois des droits, de qu'est-ce qu'ils font des enregistrements, on s'en sort plus à chaque fois, c'est des demandes d'autorisation. Enfin, je sais pas toi, Philippe, ou les autres speakers qui sont là, mais bon, à chaque fois, je suis obligé d'autoriser qu'on me filme, mais je demande à ce qu'ils détruisent la bande. Et ça, tu peux jouer que sur la confiance, quoi. T'es pas là pour appuyer sur delete quand ils vont effacer les vidéos. Vous faites comment, vous, les amis? Surtout que s'ils diffusent en direct, ils peuvent diffuser via YouTube et du coup, ça reste sur leur chaîne. Ah non, dans ce cas-là, non. C'est contractuel, en fait. Tu peux faire ça sur contractuel. C'est typiquement à chaque fois que ça m'est arrivé, moi j'ai dit hors de question que ce soit diffusé sur un réseau de manière publique. Ça reste en interne et effectivement ça doit disparaître. Donc partir sur un Facebook ou un YouTube, c'est hors de question. Ouais. Ça peut être fait contractuellement. Je suis sûr que dans ton contrat, Philippe, tu l'as mis. En fait, c'est au coup par coup. En fait, ça dépend de ce que demande le client. Donc oui, je vends pour plusieurs conférenciers qui m'ont demandé à vendre les replays. Alors on borne ça aussi à l'interne, mais tu vois, bon, on va reprendre le même exemple toujours, Total qui
qui veut réunir 1500 personnes autour d'un conférencier. Il y en a que 700 qui sont là, ils me demandent le replay, on vend le replay. Et on vend le replay sur une durée de 3 à 6 mois en interne dans leur direction. Après, comme tu dis, Michael, c'est une question de confiance. Hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En revanche, si ça sort, là, on attaque. C'est évident que là, on laissera pas la conférence sortir sur Internet. Ça, c'est évident. Alors, justement, moi, comme j'ai un tarif par palier, je demande toujours il y a combien de personnes qui regardent, et s'ils me disent qu'il y a 300 personnes qui vont regarder et que ça fait franchir le palier, je facture davantage. Et pour les replays, j'applique enfin, c'est un Américain qui m'a dit ça, j'avais jamais pensé, et ça m'a fait gagner des sous-sous. Je demande 8 € par personne. Donc, si j'ai 1000 personnes qui veulent le replay, ça fait 8000 €. Ouais, Et intéressant. je l'ai vendu à Audi. C'était une intervention à 5000 €, et j'ai pu facturer 8000 de plus, donc j'ai fait une facture de 13 000 parce qu'il y avait 1000 replays. Très Super. intéressant. Cool. Ouais, Il y a super. Émilie qui est montée on stage. Moi, je ne connais pas Émilie. Bonjour Émilie. Moi non plus. Et moi, je la connais, je suis intervenu pour elle. Oui, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Merci de me laisser entrer. En fait, en effet, je vous écoute parler depuis un petit moment. J'ai vu que Mickaël était là, j'ai écouté son intervention. Et du coup, moi, je voulais vous parler un petit peu de ma façon, justement, à moi, qui suis une petite agence événementielle, je suis toute seule à mon compte. Je travaillais au préalable chez un client pour lequel je suis devenue leur freelance en matière d'événementiel. Donc, je gère toute la partie événementielle qu'ils ont externalisée auprès de moi. Et je travaille pour d'autres clients également. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu de ma façon à moi de facturer lorsque je suis sollicitée pour des interventions comme ça avec des conférenciers. J'ai eu l'expérience avec Mickaël d'ailleurs au début du Covid, je crois. Hein, c'était en avril-mai, je crois qu'on a fait une opération ensemble. En fait, moi plus pour le coup, je remercie tous les conférenciers, je suis désolée, mais je remercie les conférenciers qui restent disponibles et accessibles pour les petites agences comme moi qui veulent pas passer par un intermédiaire, parce que ma valeur ajoutée, elle est dans le contact que j'ai avec mon client, que je connais très très bien, et je connais très bien leurs attentes, je connais très bien leur réseau, je connais très bien tout ce qu'ils ont envie d'entendre. Et aussi, je me renseigne pas mal par rapport aux conférenciers, et je sais qu'ils ont des attentes particulières. Donc, j'aime beaucoup m'entretenir, moi, avec le conférencier lui-même, lui faire passer les messages et lui faire passer le message que autant mon client cherche un conférencier pour apporter un contenu et une valeur à son public, que le conférencier va aussi gagner en venant auprès de ce public-là faire des conférences, parce qu'il y a un échange qui se crée, il y a une masse d'entrepreneurs qui sont là et qui viennent chercher des réponses à des questions qui se posent, et souvent c'est très on va très très loin dans la recherche du sujet qu'on va devoir traiter avec le public. Donc moi je remercie en fait tous les conférenciers qui restent disponibles, et Mickaël en fait partie d'ailleurs, puisque il est facile de pouvoir le joindre et de discuter avec lui et d'appréhender les attentes de notre client. Donc c'est très très agréable. Et mon fonctionnement pour la facturation, c'est typiquement, en fait, le client a un budget, et clairement, moi, je viens m'ajouter dans les frais que le client a à faire appel à moi. Donc, je suis à mon compte, je suis seule dans mon agence, mais j'ai un prix jour. Et clairement, passer une demi-heure ou 1 heure ou 2 heures ou une demi-journée ou 2 jours ou 3 jours, parce que j'ai d'autres choses en plus à faire pour le client au sujet de cette intervention et de ce conférencier, et je facture à la demi-journée, à la journée, à l'heure. Alors, ça peut être, mes honoraires sont de 300 jusqu'à 600 € selon les tâches que je réalise. Mais voilà, et tout ça, ça vient s'ajouter. Donc, soit je l'ajoute au conférencier, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec Mickaël. Je lui ai demandé de facturer plus pour l'intégrer dans sa facture à lui, mais mon client est au courant que j'ai pris cette formule. Et voilà, donc ça peut représenter 10% du budget, comme ça peut représenter beaucoup moins, et comme ça peut représenter beaucoup plus. Mais en fait, c'est honnête avec la charge de travail que ça m'a demandé de fournir pour mon client, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. À tous les speakers, grand bonheur de bosser avec Émilie, donc n'hésitez pas à la solliciter. Merci Mickaël, c'est gentil. Émilie, on va se connecter avec plaisir à toi sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Et moi à vous. Voilà.
Bien. Alors, est-ce que vous avez vu que l'heure a tourné, ça fait 1h30 qu'on papote. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez qu'on évoque ce soir ou est-ce que nous on avait une petite annonce à faire à la fin de cette room Oui, je avec pense Philippe, mais c'est qu'il peut-être faut qu'on le l'heure là. fasse maintenant. Il faut qu'on le fasse maintenant. Donc effectivement, il y a pas mal de monde. Donc on va commencer par mardi prochain. Mardi prochain, on a une pitch party prévue. Donc pitch party, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous propose de venir pitcher vos conférences. Donc on peut faire un elevator pitch comme un pitch un petit peu plus long. Alors, vous savez, l'elevator pitch, c'est un pitch de 30 secondes. Et donc un pitch un petit peu plus long, ça va être 3 minutes. C'est comment vous présentez votre sujet, votre conférence. Et ce qu'on vous propose, évidemment, c'est d'argumenter sur le sujet et de voir un petit peu comment on pourrait améliorer votre pitch. Donc, on n'attend pas qu'une seule personne qui fasse un pitch. C'est une pitch party. Donc, vous êtes les bienvenus à plusieurs pour passer à la moulinette du pitch party. Donc, ça va être mardi prochain dans cette room. D'accord? Donc, ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, Eric, je te laisse te dire. Alors, attends, je sais plus ce qu'on avait. C'était quoi le deuxième point qu'on voulait. Alors, le deuxième, c'est qu'on a des slots disponibles le 30 et 31 mars, encore disponibles. Donc, vous savez qu'on a mis en place un appel à proposition pour venir s'intégrer dans les rooms que l'on fait avec Eric. Et donc, si vous voulez soumettre une idée, soumettre une mini-conférence format TEDx de type 18 minutes, soumettre éventuellement un sujet de table ronde qui correspond à votre domaine d'activité ou soumettre une interview qui va être réalisée par un de nos maîtres de cérémonie, eh bien, vous le faites à travers cette forme, cette Google Form qui est disponible aussi bien sur les posts d'Eric que les miens et qui va venir vous permettre de proposer quelque chose. Donc là, on a effectivement des disponibilités pour le 30 et 31 mars. Le 1er 2 avril, c'est déjà verrouillé et on a déjà des demandes pour la semaine suivante. Donc, profitez effectivement de ces disponibilités. Philippe, il y a tu sais que dans la room, il y a le maître incontesté des pitch parties qui s'appelle Frédéric Basculiana, qui est un copain. Il faut absolument qu'il vienne. Frédéric, on compte sur toi pour venir coacher tout le monde sur les pitch parties. Si t'es pas là, c'est impossible que tu ne sois pas là. Oui, alors Frédéric, évidemment, tu seras bienvenu. Donc, est-ce que tu veux monter on stage, Frédéric, pour éventuellement donner ton point de vue sur le sujet? Alors, je vais l'inviter. Allez. Donc, on va voir si Frédéric veut bien participer. Effectivement, Frédéric, qui a d'ailleurs lutté contre Pasquier, si vous vous en rappelez, Pasquier qui avait déposé la marque Pitch, et donc Frédéric avait effectivement fait des posts extrêmement intéressants qu'on avait suivis pour que finalement, à la fin, Pasquier dise « Ok, c'est bon, j'abandonne le terme de pitch ». Voilà, Frédéric, tu es présent, je te laisse prendre la parole. Je veux juste vous saluer, les amis. J'ai mon fils sur les genoux, mais je vous écoute avec un casque. Et c'est pour ça que vous avez eu tout à l'heure en tâche de fond le papa, parce qu'il regarde mon téléphone. Il a vu que j'étais monté sur scène. Donc voilà, mon pitch, mon fils, de 26 mois est le roi du pitch. Je peux vous dire, il arrive en 3 mots à me convaincre de tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, je vous salue. Est-ce que tu peux être parmi nous mardi prochain, Frédéric? Avec grand plaisir. La semaine prochaine est cool, c'est la semaine d'après que je suis moins cool. Donc non, puis je vous suis tous là. Donc voilà, il y a très peu de gens néanmoins pour lesquels je mets, vous savez, la petite cloche, c'est-à-dire il y a une option là, on peut choisir d'être averti quand une personne parle. Et je ne sais pas si vous avez vu, on peut avoir 3 niveaux de positionnement, soit jamais, alors qu'on follow quand même quelqu'un, mais on ne veut pas être prévenu pour autant, soit de temps en temps, soit tout le temps. Voilà. Et il n'y a que 4 personnes pour qui j'ai activé la petite clochette. Michael en est une, parce que je trouve qu'il a une voix radiophonique incroyable. Clubhouse, c'est pour lui, quoi. Donc je kiffe à chaque fois de l'écouter.
C'est incroyable. Hein. T'es vraiment un charmeur, Michael. T'as déjà la voix pour. C'est sympa, ça, vraiment. Non, mais on l'appelle. Aussi, hein. On l'a pas. Donc je vous laisse parce que je vais faire du bruit sinon. Je vous embrasse. D'accord, Frédéric. Et à mardi prochain, sans faute. À mardi. Bah oui, Michael, maintenant qu'il a fait sa réputation sur Clubhouse, on l'appelle le Tony Robbins français, hein, donc ça va lui rester collé à la peau. Si je pouvais avoir la moitié de son talent et le 10e de sa fortune, ce serait pas mal. Oui, évidemment, c'est une manière de voir les choses. Ouais. Mais non, mais écoute, chapeau bas, Michael, hein, pour la manière dont tu passes sur Clubhouse, parce que il y a le fond et il y a la forme, il y a les deux en même temps. Donc c'est ce qu'on demande. Le talent qu'il a et la fortune, ça va venir. Voilà, ouais. Je vous adore tous, je vous aime. Bien. Donc, il y a une main levée, il y a Christophe Païs-Martial qui a levé la main. Oui, mais j'arrive pas à le faire rentrer. Donc je pense que Christophe a un problème avec Clubhouse. Donc ce que tu dois faire, Christophe, si tu veux rentrer, c'est sortir de Clubhouse et revenir dans la room et tu auras une chance peut-être de pouvoir passer. Parce qu'on essaie de te faire monter, mais ça fonctionne pas. Ça fait partie des bugs de Clubhouse qu'on connaît. Ouais, okay. Donc on a Pitch Party le 23. Le lundi 22, on prévoit de faire une table ronde avec un sujet qui est demandé par un client qui s'appelle l'après-Covid, un regard différent sur le travail. Donc, si vous avez envie de faire partie de cette table ronde, c'est pareil, vous nous contactez avec Philippe. Le mardi 23, la pitch party, préparez vos pitchs. Et puis, on a dit 30-31 mars, appel à candidature et à format, comme vous voulez. Si vous voulez être interviewé, faire une mini-conférence, lancer un sujet de table ronde, vous êtes bienvenus. Tout ça, on le fait ensemble pour nous. Donc, c'est toujours avec plaisir. Et puis, tant que les bistrots ne seront pas ouverts, on sera là. Voilà les amis, c'est quoi? On se dit bon week-end, on se retrouve dans une autre room un peu plus tard, et puis... Oui, c'est une bonne idée. Ça fait 1h40 déjà de room, alors qu'on avait dit que ce serait probablement 1 heure. Donc les sujets ont été chauds, on est allé sur des sujets qu'on n'avait pas prévus, donc c'est ça qui est sympa avec Clubhouse. Mais en tout cas, on a été sur des sujets qui nous intéressent. Ouais, qui ça? Ton micro recommence à être bizarre sur Clubhouse, donc c'est vraiment la fin de la room. Salut tout le monde. Juste avant qu'on Salut. quitte, Eric et Philippe, tout le monde. je voulais vous signaler conférencier de la FCP qui a le social selling samedi après-midi Africa, et vous êtes tous les bienvenus entre 12h30 et 18h30. Voilà, merci à tous. Eh bien super, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci pour cette room. Bonne soirée. Bravo. Bonsoir à tous. Salut. Bravo à tous. Bonne soirée. Merci pour cette room. Bonsoir. Bonne soirée.